Donc bonjour, ça éblouit beaucoup ici. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Lauriane, je suis journaliste et je vais donc vous faire partager aujourd'hui une rencontre avec Muriel Salmona qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. On va s'asseoir. J'espère que vous nous verrez quand même, mais parce qu'on va échanger ensemble pendant une demi-heure. Vous pourrez poser des questions aussi. Donc une demi-heure pour discuter, on est mieux assise. Allons-y. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va rester debout. C'est mieux comme ça? Ok. Bah, les choses autres, on va pas être très bien dessus. Non, mais ça va aller. Au pire, si on fatigue, on s'assoit. Muriel Salmona, vous êtes donc psychiatre. Vous êtes en France la référence sur les violences sexistes et sexuelles et leurs conséquences tout au long de la vie des victimes. Vous êtes donc spécialiste des psychotraumatismes, présidente aussi de l'association que vous avez créée, Mémoire traumatique et victimologie. Donc vous êtes la référence et ce qu'on entend souvent à propos de vous, c'est Muriel Salmona, elle m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si vous aimez qu'on dise ça, mais ce sont des femmes ou des femmes qui étaient victimes enfants qui le disent après vous avoir rencontré, après avoir lu vos livres. Vous avez écrit plusieurs livres. Et je voulais d'abord savoir comment vous dédiez votre vie à ce combat qu'on mène ici à nous toutes, mais comment vous êtes entrée là-dedans, comment vous êtes arrivée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Alors, très tôt. Je peux même dire à l'adolescence, avec une volonté de changer un peu les choses, de ne pas supporter ce monde-là. Enfin, quand on est une fille jeune adolescente, on est forcément confronté à de nombreuses violences, à un harcèlement sexuel pas possible dans la rue et autour de soi. Des amis qui subissaient aussi des incestes. J'ai moi-même subi des violences sexuelles. Donc je me suis dit que on ne pouvait pas rester comme ça et que ce monde des adultes là me paraissait complètement à l'envers et complètement fou, qui ne prenait pas en compte la parole aussi des jeunes et des adolescents. Et ça, j'essaie d'être au maximum fidèle pour entendre les mineurs, les enfants, les adolescents, les adolescentes quand elles ont quelque chose à dire, à faire et dans leurs aspirations à changer le monde. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'éléments aussi familiaux, bien entendu, qui m'ont déterminée. J'ai mon père qui est mort très précocement et qui est mort de troubles psychotraumatiques, en fait, parce qu'il avait été confronté à des maltraitances dans l'enfance et qu'il avait subi la guerre d'Indochine. Donc il est revenu extrêmement traumatisé, alcoolo-tabagique, il a fait un cancer. L'alcoolisme et le tabac. Voilà, le tabac sont directement liés aux violences. Et ça, j'étais vraiment intimement persuadée qu'il était mort de ça. J'avais aussi autour de moi plein de femmes dans ma famille qui avaient des troubles psychotraumatiques graves et puis des conséquences que je reliais aux violences. Enfin, moi, j'ai tout de suite relié aux violences. Et du coup, je suis d'un milieu très modeste et j'étais pas... Enfin, a priori, rien ne me destinait à faire médecine, mais j'ai voulu faire médecine dans ce cadre-là, en me disant, particulièrement dans le contact que j'ai eu dans la prise en charge de mon père, hein, de son cancer. Et du coup, j'ai décidé de faire médecine. Et en médecine, ça m'a plutôt confirmé tout ce que j'avais perçu, senti, ressenti. Et moi, à chaque fois que je parlais avec les patients, même en dehors de la psychiatrie, avant même de faire ma spécialisation, je posais des questions sur leur histoire. Et du coup, pour moi, c'était évident qu'il y avait plein de liens, en fait, sauf qu'on ne les entendait pas, on ne les voyait pas. Alors, il y a une petite anecdote. J'ai voulu faire chirurgie d'abord parce que mon contact avec la médecine, c'était vraiment la chirurgie avec mon père qui avait été opéré. J'avais pris pas mal en charge ses soins. Et là, ça a été effarant, parce que j'ai été confrontée pendant mon externat à un machisme atroce, à vraiment des comportements sexistes et des violences sexuelles dans le cadre de l'univers de la chirurgie.
Alors, vous disiez, voilà, vous avez fait médecine pour ça fait quand même quelques années maintenant. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que vous êtes optimiste sur une transformation de la société qu'on est en train de mettre en œuvre ici à nous toutes? Alors, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, je termine en disant que quand je suis arrivée en psychiatrie, donc j'ai changé radicalement. Je me suis dit que c'était une psychiatrie qui permettrait de faire bouger les choses. Et là, je suis tombée dans un univers extrêmement violent, extrêmement, comment dire, sourd à la réalité des violences. Il n'y avait que en fait, la psychiatrie militaire qui entendait un peu les choses et qui faisait quelque chose. Et c'est là que je me suis vraiment déterminée, dès le départ, à faire du coup, à faire bouger les choses et puis à les penser, c'est-à-dire à comprendre pourquoi il y avait de telles conséquences. Et puis surtout à vraiment, enfin ça a toujours été mon moteur, à comprendre quels étaient les mécanismes et à se dire que si les personnes étaient comme ça, c'était pas lié à elles, c'était lié à ce qu'elles avaient subi. Donc c'était vraiment ça que je voulais développer, comprendre, analyser. Et vous avez montré avec votre travail toutes ces années que les violences ont des conséquences vraiment tout au long de la vie des victimes si on ne les traite pas. Si on les traite, oui, on peut les... Voilà. Et si on les traite, au contraire, on peut éviter une grande quantité de conséquences. Donc, du coup, c'était en fait... J'étais d'autant plus déterminée en comprenant ça. Alors juste parce que là, on parle beaucoup de réseaux sociaux, puisqu'on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a eu un énorme changement avec Internet. C'est-à-dire que quand on était dans la psychiatrie française, on avait très peu accès à des études ou à des recherches ou à des analyses. Et à partir du moment où on a eu accès à Internet et où on pouvait vraiment passer son temps sur Internet à aller chercher tout le travail qui avait été fait dans le monde entier, c'est là où on a pu vraiment se connecter aussi, toutes les personnes qui voulaient comprendre, qui en plus, souvent, ces personnes-là, partager leur travail de façon généreuse parce qu'elles voulaient que ça bouge. Comme vous. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, on a pu élaborer entre ce travail-là et puis, bien entendu, de façon très essentielle, le travail de prise en charge, toutes les consultations, tout ce qu'on découvrait ensemble avec les patients, parce que vraiment, c'est un travail qu'on a fait ensemble, puisque je veux dire, on a défriché, donc, et puis avec des hypothèses qu'on essayait de vraiment valider, on cherchait à comprendre avec tous les patients en fait. Il y a vraiment eu un travail mutuel, commun, enfin un beau travail et une solidarité. Enfin, ça, c'est ce qui est extraordinaire dans ce travail-là. Et c'est ce que me disent souvent mes patients dans le cadre de la salle d'attente et tout ça, c'est qu'il y a vraiment une très belle solidarité entre patients et que du coup, il y a vraiment eu une volonté de faire avancer les choses ensemble. Et donc vous sentez que ça avance dans la société? Alors ça avance dans la société, mais c'est effarant de voir que malgré toutes les connaissances qu'on a acquises, malgré toutes les recherches qui ont été faites, malgré effectivement toutes les connaissances en neurobiologie qui ont validé les hypothèses que j'avais et tout le travail que j'ai fait, malgré toutes les connaissances sur la prise en charge, je veux dire, les médecins encore actuellement en France, et c'est là où il faut se battre, ne sont quasiment pas formés ni aux violences, ni aux conséquences psychotraumatiques des violences, ni à la prise en charge. C'est-à-dire qu'on a tous les outils, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les moyens, en fait, de l'offrir à l'ensemble des personnes victimes qui ont besoin de ces soins. Et ça c'est une perte de chance effroyable. Ça va être votre combat, par exemple, pour 2020. Vous allez essayer de travailler là-dessus? Oui, alors mon combat, il est à la fois dans vraiment promouvoir, permettre une meilleure offre de soins et une meilleure protection, une meilleure prise en charge des victimes et de meilleurs soins. Et puis mon combat, c'est aussi par rapport à l'impunité. En
En fait, c'est parce que dans la justice. Voilà, dans la justice, parce que bon, moi je travaille avec Denis Mukwege au niveau international, avec la chaire. Vous pouvez le présenter ? Oui, Denis Mukwege et Nadia Mourad, ce sont les prix Nobel de la paix de 2018. Et il y a une chaire Denis Mukwege qui s'est créée internationale à Liège. Je fais partie du comité scientifique, on travaille ensemble et en fait on travaille par rapport justement à l'inconcevable impunité de tous les viols, crimes de guerre qu'on peut voir là et crimes contre l'humanité. Et notre idée à Denis et à moi, c'est de dire que vraiment la connaissance de la mémoire traumatique, l'analyse de cette mémoire traumatique peut être en fait un secours très important, bien entendu, par rapport à la prise en charge et aux soins, c'est cette analyse-là, mais aussi par rapport en fait à un phénomène, au fait qu'on puisse l'utiliser comme une preuve des violences qui ont été subies. Donc, alors, on va juste, j'invite tout le monde vraiment à lire votre livre pour comprendre en détail ce qu'est la mémoire traumatique. Mais pour résumer quand même, qu'on se comprenne toutes et tous ce soir, c'est en fait tout ce qui vient réveiller le traumatisme, c'est le souvenir qui revient, les réminiscences. Voilà, c'est ça. C'est en fait une mémoire qui est bloquée du fait du trauma, en fait, et d'une disjonction, un mécanisme de sauvegarde qui est mis en place par le cerveau, qui est lié au stress extrême et vraiment, c'est pour bloquer la réponse émotionnelle au moment de la violence. Au moment des violences. Et du coup, ça bloque aussi le circuit émotionnel, ça bloque le circuit émotionnel, mais ça bloque aussi le circuit de la mémoire. Et cette mémoire-là, c'est une mémoire non consciente qui reste bloquée et qui n'est pas intégrée et qui va remonter, revenir en flashback, en réminiscence, en sensation, et qui est une véritable torture puisque la personne non seulement a vécu les violences, mais va continuer à les vivre, et comme une machine infernale à remonter le temps qui fait revivre à l'identique les choses. C'est pour ça aussi que vous traitez, ça c'est ce qu'on travaille en accompagnement des victimes. Voilà. Et donc, vous voulez que ça se soit reconnu par la justice maintenant comme une preuve. Alors ça, au niveau international, on est en bonne voie avec Denis Mukwege pour le faire reconnaître. Justement, après, ça pourra s'appliquer en France. Enfin, je veux dire, c'est notre propos, c'est de travailler sur l'international, au niveau des lois, au niveau justement de la reconnaissance des victimes. Et puis, par rapport à la réparation aussi, du coup, de faire une évaluation des conséquences sur la victime. Et cette analyse de la mémoire traumatique, ça permet vraiment de pouvoir définir un faisceau d'indices très précis et de vraiment corroborer les faits et le récit des victimes. Alors, déjà, la connaissance des mécanismes, ça permet aussi de contrer tout ce qu'on reproche aux victimes, parce qu'on est encore dans une situation où on va reprocher de façon hyper cruelle aux victimes des conséquences qui sont des conséquences normales et universelles des violences. On va leur reprocher le fait d'être sidérés, le fait d'être dissociés, le fait d'avoir des troubles psy, parce que forcément, ça veut dire que leur récit n'est pas crédible, alors que non, justement, ça le crédibilise totalement. Donc c'est vraiment de promouvoir tous ces mécanismes-là et de faire une étude très précise de la mémoire traumatique pour en faire vraiment un outil d'enquête et un outil qui permet de corroborer le récit des victimes. Alors on parle de la justice et de la lutte contre l'impunité des agresseurs. Vous formez justement, vous, des magistrats, des professionnels qui sont amenés à rencontrer, à traiter les dossiers des victimes. Est-ce que vous sentez que grâce à vos formations, il y a un changement dans leur pratique ? Alors pour les magistrats que j'ai formés, particulièrement ceux que j'ai formés au tout début, enfin maintenant qu'on les forme en initiale, c'est-à-dire la formation à l'ENM de Bordeaux, c'est à l'école. L'école de la magistrature. L'école de la magistrature. Et puis il y a des formations continues qui sont à Paris. Ensuite. Voilà. Et depuis, nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on forme en initiale et ça fait 7-8 ans qu'on forme en continu. Et c'est vrai que la formation en initiale a fait accélérer les choses. C'est-à-dire qu'on a des jeunes magistrats, particulièrement des magistrates, qui vraiment voient les choses très différemment. Et puis ils restent en contact avec moi, me font venir dans les TGI, font bouger les choses. Mais c'est encore, c'est juste un petit début de chemin.
Mais bon, on peut en attendre beaucoup plus dans les années qui vont venir, d'autant plus si au niveau international, on peut faire vraiment pression, et on peut faire pression sur la France, parce que en fait, c'est aussi un projet possible de l'association, c'est de porter plainte au niveau international, à la Cour pénale internationale pour torture vis-à-vis de la France. C'est-à-dire que le fait alors que les viols et les violences sexuelles sont reconnus déjà comme des actes cruels, dégradants et inhumains, et de plus en plus reconnus comme des tortures, le fait de ne pas en fait les prévenir, ces viols, le fait de ne pas protéger les victimes, de ne pas les identifier, de ne pas les protéger, de ne pas les accompagner, de ne pas les soigner, on peut porter plainte contre l'État pour torture. C'est-à-dire que voilà, donc ça fait partie des possibilités. Ça vous dit qu'on fasse ça? On soutient le projet? En tout cas, merci beaucoup. Et si on le fait, on aura vraiment besoin d'énormément de soutien parce que c'est un énorme travail. Donc, soutien au niveau juridique. Alors, on a des juristes internationales, c'est des femmes qui sont vraiment hyper pointues. Mais on a besoin d'une armée, en fait, aussi de juristes. Et puis, de soutien. On va avoir besoin aussi, en termes de financement, bien entendu, c'est un élément. Alors, on a commencé déjà à mettre de côté un financement. Et puis on va avoir le soutien international quand même de Denis Mukwege et de Nadia Mourad et de cette chaire internationale qui est vraiment extrêmement précieux. Donc vous formez des magistrats, vous lancez cette action, vous faites tellement de choses, vous suivez encore des patientes et des patients. Oui. Toutes ces années de combat, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est vraiment inlassable chez vous. Comment vous faites? D'où elle vous vient cette force pour continuer encore et encore? Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle un engagement. Vous savez, c'est un peu aussi comme quand on fait de l'escalade ou de la montagne. Une fois qu'on a démarré, je veux dire, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas laisser tomber. Enfin, c'est impossible. Puis surtout, en plus, on avance. Donc, on a d'autant plus envie d'avancer. Et puis moi, je veux un autre monde pour les jeunes, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. J'en ai 2. Donc, pour tous les enfants du monde, je veux que les choses absolument changent. Et c'est vrai que vous avez vu alors, les chiffres, bien entendu, sur les violences sexuelles et sexistes. Donc, ça a augmenté. Ça a augmenté effectivement parce qu'il y a MeToo, il y a la libération de la parole, il y a tout le travail qu'on a fait, il y a toutes les campagnes, il y a toute cette action, tous ces témoignages. Les chiffres des plaintes, il y a plus de plaintes. Mais il y a plus de plaintes. Ça, que les personnes mais les chiffres aussi de violences sexuelles globales augmentent. Alors sur les enfants, on a beaucoup de mal à voir les chiffres, parce que les chiffres, on les a en décalé, mais très décalé, puisque c'est à partir de la parole, des témoignages des adultes qu'on a les chiffres sur les enfants. Et c'est là où il faut faire bouger les choses et les avoir directement. Mais ce que l'on sait, et ça c'est vraiment, si je peux alerter un peu tout le monde là-dessus, c'est que, alors déjà on a gagné en arrivant à changer un peu la façon de nommer les choses. Hein. Vous savez que la façon de nommer les choses, c'est les dominants qui les nomment, et ils les nomment comme ils veulent les nommer par rapport à leurs privilèges et leur domination. Donc on arrive à changer les choses en parlant maintenant de pédocriminalité au lieu de pédophilie, d'arrêter de parler d'abus sexuels, mais de parler d'agression sexuelle et de viol. Donc ça, c'est des choses qui bougent. On arrive à faire passer le phénomène d'amnésie traumatique est quand même beaucoup moins contré. Enfin, il y a beaucoup. C'est vrai que là, on a tellement eu d'exemples et on a tellement d'études que ça devient difficile. Les théories anti-victimaires sont difficiles à tenir la route. Donc, on a comme ça plein d'éléments. Et je veux dire, maintenant, on a aussi des chiffres internationaux sur le nombre de vidéos et de photos pédocriminelles. Je ne sais pas si vous avez vu le grand dossier du New York Times en septembre 2019. Mais là, actuellement, il y a 45 millions de photos et de vidéos disponibles sur le net. Pédocriminels, de photos et de vidéos pédocriminelles disponibles sur le net, qui sont de plus en plus atroces, avec des enfants de plus en plus jeunes. Et ce qui est vraiment préoccupant, c'est qu'en 2018, il y en avait 18 millions. Donc il y en a 45 millions.
En 2018, il y en avait 18 millions. En 2017, il y en avait 8 ou 9 millions. En 2014, il n'y en avait qu'1 million. Donc ça veut dire que c'est une montée exponentielle. Et là aussi, il y a quelque chose qui bouge, où vous savez, on parlait d'un côté des pédophiles, de l'autre côté, l'inceste, on en parlait très très peu, mais on ne faisait pas de lien entre toutes ces violences sexuelles faites aux enfants. Sauf que là, on sait que, par exemple, un pédocriminel sur le net, pour pouvoir télécharger des photos et des vidéos pédocriminelles, il faut qu'il produise aussi, lui, qu'il fournisse des photos et des vidéos. C'est comme ça que le Darknet se sécurise. Et s'il doit les fournir, il les fournit avec qui? Avec ses enfants, avec sa famille, des enfants de la famille, avec les enfants au travail. Enfin, le Squarneck est un bon exemple, par exemple. Et que du coup, cette augmentation exponentielle où on demande aux enfants sur les photos de montrer la date, parce qu'on veut des photos et des vidéos récentes, actuelles, c'est un risque énorme si on n'agit pas. C'est un risque énorme de se retrouver dans une situation effarante. Alors, on a été un tout petit peu entendu par Adrien Taquet, le secrétaire d'État donc à la protection de l'enfance, qui a du coup permis de modifier un peu la loi sur le téléchargement et de passer de 2 ans en termes de peine de prison encourue à 5 ans. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une inscription automatique sur le fichier des auteurs de violences sexuelles. Donc Muriel Salmona, ce qu'on comprend, c'est qu'on a parlé tout à l'heure d'Internet qui vous avait aidé à découvrir plus de recherches et tout ça, à aussi comprendre mieux tous ces mécanismes, et en même temps Internet donc, qui engendre toute cette augmentation des photos. Donc mine de rien, ce qu'on voit, c'est que dans votre combat, vous avez des avancées comme ça qui vous font tenir, et c'est bon de savoir ça. Pour les militantes, par exemple, celles qui sont là pour la première fois aujourd'hui dans une rencontre féministe, c'est bien de se dire qu'il y a des choses qui avancent, d'autres moins vite, et on a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas 3 heures malheureusement devant nous, alors on va peut-être prendre des questions dans la salle. Je peux juste, alors très rapidement, parce que je suis bavarde, juste dire que là, actuellement, on est aussi dans le combat, vous le savez, par rapport à la fois à l'imprescriptibilité, par rapport à l'impunité. On est dans le combat aussi du seuil d'âge, avec un crime spécifique pour les violences sexuelles faites aux enfants. On peut détailler le seuil d'âge quand même, réexpliquer le seuil d'âge du non-consentement, c'est en dessous d'un seuil d'âge du non-consentement. Là, on considère que l'enfant est forcément non consentant, ce qui est quand même la base, mais surtout, on n'a plus besoin de qualifier la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Donc, on n'a pas besoin de rechercher son consentement, ce qui est une maltraitance effarante. C'était les petites filles de 11 ans, de Pontoise et de Meaux. Il faut changer faut changer la loi, faut qu'il y ait une reconnaissance de l'amnésie traumatique pour lever les délais de prescription. Là, on voit avec l'affaire Le Squarneck, par exemple, que c'est effarant, où on l'a vu aussi. Un chirurgien qui a tout écrit dans 349 victimes, mais il y en a plein pour lesquelles les faits sont prescrits, alors que c'est le même auteur dans les mêmes situations et que la prescription est complètement folle, enfin, je veux dire, est inconcevable. Enfin, c'est une injustice totale. Donc, il y a aussi une levée par rapport à l'amnésie traumatique ou par rapport à ces situations où il y a plusieurs victimes, pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits, faire appliquer la Convention d'Istanbul pour la notion de consentement pour les adultes, sur le fait que c'est par rapport justement à l'absence de consentement et que du coup il y a une inversion de la preuve. Enfin, et puis surtout arrêter les classements, faire en sorte qu'il y ait moins de classements sans suite, 74% de classements sans suite, moins de déqualifications sur les 26% restants, il y en a la moitié des faits qui sont... Déqualification, c'est quand un fait de viol et déqualifié en agression sexuelle. Donc, vraiment agir, créer des commissions qui vont vraiment évaluer ces décisions juridiques iniques. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et vraiment, là, je vous encourage à soutenir toutes nos actions et tout ce qu'on va faire remonter de nouveau, même si on a obtenu 30 ans. On a obtenu des choses. On a obtenu un prolongement de 30 ans après la majorité pour les enfants, sur les violences sexuelles faites aux enfants. Il y a eu un doublement de la prescription pour le viol qui est passé de 10 à 20 ans, mais ce n'est pas du tout suffisant, bien entendu. On a obtenu la création de 10 centres du psychotrauma, mais nous, ce qu'on demandait dans le cahier des charges qu'on avait fait avec la DGOS, la Délégation Générale à l'Offre de Soins, c'était un centre par territoire de santé mentale, donc c'était au moins 100 centres
donc ça n'a rien à voir. Donc on continue à se battre pour la formation des professionnels, pour des juridictions spéciales. Enfin, il y a plein de choses. Et pour trouver tous vos combats, il y a votre site internet aussi, vous recensez avec le site de votre association. Voilà, avec des pétitions ou à soutenir les manifestes, voilà. Mais si on traîne trop à prendre les questions, après on se fait virer de la salle. Donc on ne vous voit pas. S'il y a des questions, levez très haut la main. Allez-y, je vois juste derrière le rétroprojecteur. Et on a... Alors, on voit absolument rien. Alors, il y a un projecteur. En cachant un peu, ça va. Ah oui. Oui, bonsoir. Alors, je m'appelle Ikram, je suis secrétaire générale de la LIDDFC, qui est la Ligue internationale de la défense des droits de la femme congolaise. Et j'aimerais du coup vous poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous travaillez donc avec le docteur Mukwege, hein, et moi j'aurais aimé vous poser une question simple. Je me dis, sur quelle population vous êtes-vous basé pour développer vos études concernant le viol comme acte de torture, et quel type de tribunal allez-vous choisir? Voilà. Alors, le tribunal, c'est le tribunal pénal c'est la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale. Et sinon, c'est les décisions en fait en droit international, ou dans les décisions en droit international, il y a de plus en plus des décisions où les viols sont aussi qualifiés de torture. Donc, et ça, je vous invite, si ça vous intéresse, à chercher sur Internet Redresse. C'est un collectif, donc c'est REDRE2S, qui vraiment explique de façon extrêmement claire, précise, détaillée, le droit international en ce qui concerne les viols et comment il évolue. Et justement, le fait que c'est maintenant quasi systématique, c'est reconnu comme des actes cruels, dégradants et inhumains, et du coup comme des crimes de premier ordre. Enfin, l'intérêt, c'est d'en faire des crimes de premier ordre qui obligent les États. Les États ont des obligations beaucoup plus importantes au niveau de la communauté internationale. Donc c'est ça, en fait, notre porte d'entrée. Vu que vous travaillez donc, avec le docteur Mukwege, je vous posais la question de savoir sur quelle population vous êtes basé. Alors là, on est dans la. Alors avec le docteur Mukwege, on travaille bien entendu sur les viols de guerre ou en situation de conflit, sur les personnes adultes, particulièrement sur les enfants et sur les filles, particulièrement bien entendu, lui, il a l'expérience des enfants au Congo. Mais on travaille en RDC, justement, en RDC. Mais on travaille aussi avec, du coup, dans le cadre de la chaire internationale, sur la population civile aussi. Donc sur aussi les conséquences psychotraumatiques, la gravité des conséquences psychotraumatiques et le fait que la torture, elle est définie aussi par le fait d'avoir un pouvoir sur la personne, hein, c'est-à-dire d'avoir tout pouvoir sur la personne. Ce qui fait que la majorité des viols qui sont commis à l'intérieur de la famille ou en situation institutionnelle ou dans le cadre du couple peuvent être assimilés à des situations de torture, de ce fait-là. D'accord. Voilà. Ok, merci. Alors, une autre question peut-être, je rappelle juste que, comme on l'a dit toute la journée aujourd'hui, c'était pas du tout pour la question précédente, hein, mais pas de témoignage personnel dans vos questions pour préserver les victimes ici. Je vois qu'il y a une question ici, si on peut ramener le micro juste devant. Bonsoir, merci pour cette démonstration extraordinaire, très claire et très précise. Ma question, elle revient sur les violences pendant les guerres. Et on sait très bien qu'il y a une loi qui protège les militaires quand ils sont en guerre. Et une fois partis de ce terrain, ils ne sont pas poursuivis. Est-ce qu'il ne faut pas tout d'abord commencer par là? Oui. Alors, bien entendu, ça c'est vraiment... Ça, c'est ma première question, si je me permets. La deuxième, est-ce qu'il y a un pays qu'on peut dire au monde qu'il est exemplaire par rapport à tout ce qui est violence sexuelle et sexisme et qu'on peut prendre comme un projet pilote? Et est-ce que c'est possible de l'adapter
dans des pays, dans d'autres pays ou pas? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a beaucoup travaillé aussi avec Zero Impunity par rapport justement aux viols commis par les soldats, en sachant que là, actuellement, la tendance actuelle au niveau justice, comme ça je réponds un peu sur les deux questions, c'est plutôt une diminution des condamnations qu'autre chose. C'est-à-dire que là, on n'a plus de condamnation pour viol au niveau international. Au niveau, vous savez qu'en France, avec l'Infostat Justice, les statistiques d'Infostat Justice, on a 40% de condamnations pour viol en moins depuis 10 ans. 40% de condamnations pour viol depuis 10 ans. Et que presque tous les pays. C'est-à-dire que tous les chiffres au Royaume-Uni, c'est la même chose. Et que partout, il n'y a pas de pays exemplaire du tout. C'est-à-dire la culture du viol, la mise en cause des victimes, les théories anti-victimaires sont présentes à peu près partout. Alors plus ou moins, mais alors plus il y a des situations d'inégalité, pire c'est, bien entendu, plus il y a des stéréotypes sexistes encore plus importants, bien entendu, mais que dans l'ensemble, c'est valable partout. C'est pour ça qu'il faut se lever contre tout ça. Et il faut faire attention, parce que même si beaucoup de choses avancent dans les connaissances, dans tout le travail que l'on fait, dans les témoignages, dans la libération de la parole, je veux dire, la justice est en échec total. Hein, on est dans une situation d'impunité quasi totale, hein, puisque sur les 10% de plaintes pour viol, alors c'est un petit peu plus maintenant de 10%, mais c'est 11% et demi, je vous ai dit, il y a 74% de classement sans suite. Ensuite, il y a la moitié qui vont être déqualifiés sur ce qui reste, qui est instruit, et au total, il y a 10% qui aboutissent à une cour d'assises, par exemple, pour les viols, et c'est bien moins pour les enfants. Donc, du coup, je veux dire, c'est 1% de l'ensemble des viols. Mais ce n'est pas spécifique à la France. C'est à peu près partout pareil. Et puis, les pays qui peuvent sembler parfois avec des chiffres un petit peu meilleurs, en fait, finalement, les lois sont tellement pires qu'en France, parce que, je veux dire, on n'a pas forcément les plus mauvaises lois, même si on se bat pour les améliorer. Et puis même en Suède, là, les chiffres viennent de sortir en Suède, et en fait, il y a très peu de condamnations aussi en Suède, même s'il y a des lois qui sont beaucoup plus justement centrées sur la notion de consentement par rapport à la Convention d'Istanbul. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut continuer à faire la peau, en quelque sorte, aux stéréotypes sexistes, à la culture du viol, à tout ce qui est vraiment fausse représentation. Vous savez que notre association a fait 2 grandes enquêtes sur les représentations des Français et des Françaises sur les violences sexuelles, et vous savez que ça peut donner jusqu'à 40% des personnes qui pensent que ouais, mais si elle était habillée comme ceci, ou si elle a été un peu provocante, ou etc., bah, c'est de sa faute un peu, enfin, ça diminue la responsabilité du violeur. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à nous toutes? Une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. Et puis, il y a quand même, c'est vraiment inquiétant, parce que ça a beaucoup augmenté, c'est passé, enfin, ça a quand même bien augmenté, c'est passé de 32% à 37-38%, ce qui est une augmentation significative de personnes qui pensent qu'il est habituel que les femmes mentent quand elles portent plainte pour viol. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Donc il faut faire la peau à toutes ces théories aussi anti-victimaires. Je voulais aussi rappeler à quel point il faut soutenir les mères qui essayent de protéger leurs enfants en post-séparation, qui du coup apprennent par leurs enfants, ou même les enfants en parlent à l'école, et il y a un signalement pour violence sexuelle, et même si c'est même pas elles qui ont signalé les violences, c'est l'école par exemple, on va quand même dire que c'est elles qui ont aliéné leurs enfants pour leur faire dire qu'ils étaient violés ou agressés sexuellement par leur père. Et vous savez que du coup, elles bien entendu, elles refusent de donner leur enfant à celui que l'enfant désigne comme son bourreau et son agresseur, mais on va même jusqu'à les condamner. J'ai plein de situations où elles sont condamnées pour non-présentation d'enfants. Donc on est vraiment dans un système diabolique, en quelque sorte. Donc il y a ça, il y avait toutes les théories, donc syndrome d'aliénation parentale, mais il y a eu aussi la théorie des faux souvenirs. Là, on est en train de lui faire la peau, mais bien. Mais il y a eu les fausses allégations, il y a toute la culture du viol. Et vous savez,
je l'explique dans certains articles que vous pourrez trouver sur le site, mais ces théories-là sont tellement violentes, sont tellement folles, sont tellement à l'envers. C'est comme le racisme, c'est du même ordre, c'est horrible, que c'est traumatisant, et ça crée une mémoire traumatique, et les gens, du coup, ont en fait une colonisation par ces idées-là, qui persistent. Vous savez, c'est comme pour le racisme, où même si on ne veut pas, de temps en temps, il y a des trucs qui sortent tout seuls. Et que du coup, pour contrer ça, il faut absolument qu'on monte continuellement au créneau pour démonter cette culture du viol, pour démonter ces stéréotypes racistes, pour démonter toutes ces théories anti-victimaires. Il n'y a que comme ça que ça marchera, parce que c'est ça qui bloque, ça bloque énormément. Et il faut monter au créneau sur la connaissance de la sidération, de la dissociation. Oui, c'est normal qu'une femme ne puisse pas se défendre, que c'est là. Et comme toujours, c'est... alors là, l'affaire Le Squarneck est absolument un cas d'école pour ça. C'est-à-dire qu'avec l'affaire Le Squarneck, on voit l'intentionnalité de l'agresseur, parce que pour une fois, on a accès à ses carnets intimes. Vous savez, ces fameux carnets noirs là qu'il a écrits. Et du coup, je veux dire, la défense habituelle des agresseurs, où oui, non, mais c'était une pulsion. En fait, je pensais pas leur faire du mal. Je les aimais. Enfin, vous savez, tous ces trucs où c'est pas vrai. Enfin, tout ça. Là, je veux dire, là, on voit qu'il revendique le fait d'être un monstre. Il revendique le fait d'être pervers. Il revendique le fait de vouloir détruire les enfants. Et enfin, on va peut-être voir les choses. Je finis sur une chose qui est vraiment importante, c'est que toutes les violences sont toujours exercées dans le cadre d'un rapport de force, d'un rapport de domination. C'est contre ça qu'on lutte tout le temps. Et que du coup, il ne faut pas oublier que c'est aussi les personnes les plus vulnérables qui vont aussi subir le plus de violences, comme alors bien sûr les enfants par exemple, mais aussi les personnes handicapées. Ne pas oublier le handicap, les discriminations, le fait que du coup, des personnes se retrouvent avec plusieurs couches de risque d'être vraiment la cible de ces violences, et qu'il s'agit de les protéger, et qu'il faut protéger les personnes, et qu'il faut leur poser continuellement des questions. Faut pas... Alors bien entendu, c'est important d'entendre les personnes, de dire je te crois, hein, mais c'est beaucoup plus important encore d'aller vers les personnes et de leur poser la question, il t'est rien arrivé, est-ce que tu subis pas des violences? Et bien entendu, les médecins sont en première ligne, mais c'est tout le monde qui doit le faire. Tout le monde doit se mobiliser. Voilà. Merci beaucoup, Muriel Salmona. Merci. Vous allez me faire pleurer. C'est émouvant. Mais bravo à vous. Merci, bravo à vous, bravo à toutes les victimes qui font avancer, qui survivent, qui sont des combattantes. Merci beaucoup. Merci. Euh, D'accord, merci.